posé sur, pour savoir pourquoi est-ce que la photothérapie était déconseillée en Afrique dans le Non, je traitement. a dit que nous ne l'utilisons pas. Voilà. Donc, ce n'est pas déconseillé, mais on ne l'utilise pas. La photothérapie, c'est un traitement qui permet de détruire la bilirubine sous la peau pour permettre facilement la reconstitution de, de, de cette bilirubine-là pour lutter contre l'ictère néonatal. Non, on ne l'utilise pas fréquemment parce que nous sommes mélanodermes. Donc, déjà, nous avons sur la peau des choses qui permettent de refuser les rayons ultraviolets. Donc, ce n'est pas nécessaire de l'utiliser ici. C'est ce que je voulais ajouter à la réponse du docteur Chati. Ensuite, il y a des questions qui posent savoir comment se fait le test cutané, question posée par M. Akafou. Est-ce qu'on peut s'en procurer localement? Ensuite, il y a le spectateur anonyme qui voulait savoir quelles sont les complications, le participant anonyme qui voulait savoir quelles sont les complications au long cours de la rhinite allergique. Docteur Chati, vous pouvez noter parce que vous allez répondre. Oui, oui, j'ai noté ces questions. J'ai noté, je Ensuite, crois ouais. Il y a en fait 6 questions et puis il y a des préoccupations. voilà. Ensuite, il y a un participant, M. Aboulay, qui voulait savoir quel est l'intérêt de la corticothérapie RETA dans le traitement de la rhinite allergique. Docteur, Madame Cheikh ou M. Cheikh Tidiane veut savoir quelle est la tranche d'âge Plus fréquente. la plus fréquente de la survenue de la rhinite allergique et quel est le traitement de la rhinite allergique chez la femme enceinte et est-ce que le traitement de la rhinite allergique est à vie? Ce sont les différentes questions qui sont déjà posées. Docteur Chati, nous vous passons la parole pour répondre à ces différentes préoccupations. Merci beaucoup. Je voudrais dire aux participants qu'ils peuvent continuer de faire des remarques et puis de poser des questions. Merci. Merci beaucoup, professeur Ngouan. Alors, le test cutané qui est fait ici chez nous, c'est le prick test. J'ai expliqué en fait dans mon exposé. Peut-être que le participant n'a pas fait attention. Il s'agira de prendre une aiguille à injection intradermique dans laquelle on va injecter l'allergène qui est suspecté. On a une gamme d'allergènes qui sont déjà préfabriqués et on réalise une injection intradermique au patient d'une papule et on observe s'il apparaît une papule. Lorsque la papule est supérieure à 3 mm, c'est-à-dire lorsque déjà il y a une petite rougeur, on pourra considérer que le sujet présente une allergie à cet allergène-là. Il faut reconnaître que nous n'avons pas une centaine d'allergènes. Je crois que nous disposons ici en Côte d'Ivoire d'une dizaine d'allergènes, notamment on a les moisissures, les acariens, on a le pollen, les différents types de pollen, c'est-à-dire les herbes, les fleurs, l'hibiscus et tout ça. Nous disposons de cela ici en Côte d'Ivoire. On a également certains allergènes alimentaires à base d'arachide. Donc, ce sont ces allergènes-là qui sont injectés par voie intradermique au patient et on observe la survenue à la loupe de l'apparition d'une papule. Lorsque cela dépasse 3 mm, le patient est considéré comme étant positif parce que l'interrogatoire nous aura déjà orienté. Donc, on ne va pas tester systématiquement tous les allergènes sur le patient parce que c'est un coût. Donc, on s'oriente de l'interrogatoire. Je ne sais pas si le professeur Ngouan veut compléter cette réponse-là pour le prick test. Sinon, on va passer à la seconde question. Votre micro. Si vous permettez, docteur Chati, ce que je voulais dire sur le prick test, c'est qu'effectivement, la première des choses à savoir, c'est que ces prick tests ne sont pas fabriqués déjà en Afrique. Et donc, ce sont des antigènes qui sont fabriqués en fonction des antigènes locaux chez les Européens. Et donc, nous avons certains tests allergiques qu'on réalise effectivement en Côte d'Ivoire, mais qui n'ont pas la panacée. Vous pouvez être allergique à un antigène particulier. C'est pour ça qu'il faut faire cet interrogatoire policier pour retrouver dans votre interrogatoire cet antigène et pour vous faire ce test-là pour savoir si vous êtes allergique. Et c'est à partir de ce test-là qu'on peut savoir si vous avez une réaction particulière.
Le docteur Chatik vous a décrit exactement la réaction, mais il faut savoir aussi que le prick test se fait par injection intradermique, comme il a dit, et par lecture de la papule. Voilà. OK. Alors, la deuxième question était de savoir les complications à long terme de la rhinite allergique. Les complications locales, bien sûr, la complication locale, c'est la surinfection. Et puis surtout, l'obstruction nasale. L'obstruction nasale qui est due à cet œdème-là, l'apparition de polypes qui va se poser sur la muqueuse. C'est une transformation, hein, de la muqueuse normale en une hyperplasie qui va former comme c'est une sorte de tumeur bénigne qui va venir obstruer la fosse nasale. On parlera à ce moment-là de polype des fosses nasales. Et la complication loco-régionale peut être également l'apparition de polypes dans les sinus ou voire même la sinusite. Complication générale, c'est surtout l'apparition d'un asthme et puis d'une insuffisance respiratoire chronique. Donc, ce sont ces véritables complications qui peuvent survenir. Mais il faut dire que la rhinite allergique peut entraîner également ce qu'on appelle des syndromes respiratoires aigus avec même un œdème, un accident respiratoire avec un œdème de Kunc. Voilà. Ça, ce sont les complications les plus fréquentes. Professeur Ngouan. Oui, je voudrais ajouter simplement aussi que le fait de ne pas dormir parce que vous êtes enrhumé fait que vous avez ce qu'on appelle des variations tensionnelles. Donc, vous pouvez être Oui. sujet à faire des poussées hypertensives, ne serait-ce que par le stress, l'insomnie. Et donc, ce n'est pas tant il y a le côté morphologique immédiat, mais il y a tout le côté psychosocial qui s'ajoute sur cette rhinite allergique. Et il faut tenir compte de ça dans la prise en charge et lors du traitement. Alors, il y a un autre intervenant qui voulait avoir le rôle de la corticothérapie retard. Il faut dire qu'aujourd'hui, il n'est pas autorisé d'utiliser des corticoïdes de retard dans le traitement de la rhinite allergique. Les corticoïdes de retard sont utilisés en cas d'association avec d'autres processus allergiques, notamment dans les hyperréactivités de type 2, 3, voire même 4. Mais dans l'hyperréactivité de type 1, qui s'appelle l'atopie, qui est la rhinite allergique, la corticothérapie retard n'est pas conseillée parce que c'est une maladie qui a une manifestation rapide. Il faut plutôt chercher à arrêter les signes immédiatement. Donc, la corticothérapie aujourd'hui, retard, et je parle de retard, n'est pas conseillée dans la rhinite allergique. Tout à fait d'accord avec vous. Alors, la quatrième préoccupation, c'était la tranche d'âge la plus fréquente. Bon, c'est une maladie chronique. Il y a la première étape, qui est l'étape de sensibilisation, qui est asymptomatique. Ensuite, il y a l'étape de réaction. Tout dépend du contexte dans lequel le sujet vit. Il faut dire que nous avons maintenant de plus en plus l'apparition des rhinites allergiques véritables chez les tout-petits. Avant, nous mettons ça sous la pathologie d'adaptation. Mais vu le fait que ces enfants-là sont exposés depuis le ventre de leur mère à cette allergie, notamment le tabagisme passif, ils sont sensibilisés même avant de venir au monde. Quand ils arrivent et qu'ils sont encore dans ce contexte-là, ils peuvent présenter même des rhinites allergiques. En fait, on ne peut pas dire que la rhinite allergique survient à un âge précis. La fréquence, je ne saurais véritablement répondre. Je crois que les dernières études, professeur Ngouan, je ne sais pas, en Afrique, je sais pas, on a fait des travaux sur la rhinite allergique, ça touchait pratiquement toutes les tranches d'âge, hein. Donc, je ne sais pas s'il y a une tranche Exactement. fréquente. Il n'y a pas une tranche d'âge prédisposant, mais il faut savoir que chez le nouveau-né, le nourrisson, on ne peut pas faire de test cutané parce Voilà. qu'ils sont trop fragiles encore. Mais dès que l'enfant, chez le petit enfant et le grand enfant, on peut se permettre de faire des tests cutanés pour rechercher l'allergène particulier. Donc, on ne peut pas définir de tranche d'âge puisque c'est des maladies qui sont intriquées. Il y a une application génétique, il y a une application environnementale, et puis il y a tout ce qui est dans l'environnement du patient allergique qui intervient. Voilà. Alors, est-il à vie
Cette question me fait toujours rire lorsqu'on demande si la rhinite allergique à vie. En fait, c'est une pathologie de sensibilisation. Si le patient il est en dehors de son allergène, ben, il ne va plus présenter de rhinite allergique. Mais si il est en contact avec son allergène, il va présenter sa rhinite allergique chaque fois qu'il sera en contact avec son allergène. Comme je l'ai dit, il y a des sujets qui sont prédisposés. Il existe des prédispositions familiales, voire même des prédispositions génétiques individuelles. On a retrouvé ce gène-là, HLA aussi, chez certains patients qui, eux, ont une prédisposition particulière à développer les atopies. Donc, un patient qui a un HLA aussi, mais il fera des rhinites allergiques à pratiquement tous les allergènes que je vous ai cités. Par contre, d'autres feront de moins cette allergie lorsqu'ils auront réussi à entraîner l'éviction allergénique. Donc, si vous faites une rhinite allergique due au poil des chats, que vous éliminez le chat de votre environnement, mais vous n'allez plus présenter de signes de rhinite allergique. Donc, c'est surtout l'éviction allergénique qui va déterminer si cette pathologie-là est à vue ou pas. L'immunothérapie spécifique qui est faite, en fait, c'est juste pour réduire les signes de la rhinite allergique. Ça ne guérit pas le patient de sa rhinite allergique. Donc, il faut dire la vérité, c'est une pathologie qui ne se guérit pas. C'est une pathologie qui se gère en gérant son environnement. Professeur Ngouan, vous avez quelque chose à rajouter? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il faut continuer. Alors, le traitement de la rhinite allergique chez la femme. Chez la femme Enceinte. enceinte, le premier traitement, c'est le lavage nasal. Il faut vraiment assurer un bon lavage nasal pour libérer les fosses nasales avec du sérum physiologique, de l'eau de mer ou de l'eau de mer isotonique ou hypertonique si vraiment l'obstruction est intenable. Par contre, si tout cela ne marche pas, ce qui est conseillé aujourd'hui pour la femme enceinte, c'est les antihistaminiques par voie intranasale. On ne propose pas d'antihistaminiques par voie générale à la femme enceinte. On propose des antihistaminiques par voie intranasale après le lavage nasal. On a une bonne gamme maintenant sur le marché d'antihistaminiques par voie intranasale. Exactement, tout à fait d'accord avec vous. Sur la femme enceinte, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a ce type de rhinite-là qu'on appelle la rhinite vasomotrice, qu'on confond avec la rhinite allergique, mais c'est des rhinites qui surviennent du fait de la vasodilatation physiologique sur la femme enceinte. Donc, commencez déjà par faire un bon lavage nasal. Et si vous avez besoin d'utiliser, vous utilisez une corticothérapie en intranasale. Et c'est autorisé. Avec antihistaminique par voie nasale. Antihistaminique par voie nasale. Hein? OK. Je pense, professeur Ngouan, qu'on a répondu à toutes les préoccupations. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Oui, il y a d'autres préoccupations qui sont apparues. Alors, le temps que vous souffriez un peu, il y a des préoccupations qui sont adressées directement au laboratoire PFAP. Donc, je vais demander à M. Thiam de pouvoir répondre à ces questions. Notamment, à quel âge peut-on utiliser le primalan, notamment chez l'enfant? À partir de quel âge peut-on utiliser le primalan? Ensuite, il y a une autre question qui est adressée toujours à M. Thiam. Est-ce qu'on peut utiliser le primalan chez la femme enceinte? Voilà. Maintenant, docteur Chatig, il y a le docteur Mohamed qui veut savoir, est-ce que la rhinite allergique entraîne un gonflement de la muqueuse nasale et qu'est-ce qu'il faut faire? Et le docteur Bikindou, bonjour chers amis et chers frères, est-ce qu'on pense que les prick tests sont adaptés aux pays africains? Voilà, docteur Chatig. On va continuer. Donc, nous allons passer la parole à M. Thiam pour répondre déjà aux deux premières préoccupations. Merci beaucoup, professeur. Donc, la première question, c'est à quel âge on doit utiliser le primalan? Donc, le primalan, on l'utilise à partir de 2 ans. On l'utilise à partir de 2 ans. Mais comme vous le savez, comme je l'ai dit tantôt, c'est un produit qui a des recul thérapeutique. C'est 40 ans d'existence. 40 ans où vous avez traité donc vos patients avec succès, notamment sur la rhinite allergique, mais également les conjonctivites et les urticaires. Alors, c'est à partir de ces 2 ans, il y a un certain temps, l'ANSM nous avait fait
un courrier comme quoi il fallait donc des études sur les moins de 2 ans. Le laboratoire donc a jugé par rapport au coût, a voulu donc s'aligner donc par rapport à cette indication et maintenant c'est à partir de 2 ans. Mais pour vous rappeler, nous n'avons pas eu donc d'effet secondaire notoire sur cette tranche d'âge-là. Mais puisque, comme vous le savez, le Pierre Fabre, c'est un laboratoire éthique, on est donc obligé de communiquer là-dessus. Et maintenant, c'est à partir de 2 ans qu'on utilise donc le produit. Mais puisque vous êtes les professionnels de santé, vous regardez donc le bénéfice-risque par rapport aux patients. Et pour l'instant, nous ne ferons que se conformer à la réglementation, puisqu'on est un laboratoire éthique. C'est donc à partir de 2 ans. L'autre question, c'est est-ce que la femme enceinte peut utiliser le Primalan? Je dois rappeler que donc avec Primalan, c'est la femme enceinte, on donc dit précaution d'emploi. On doit faire donc une précaution d'emploi, donc c'est la femme enceinte. Donc, elle peut le prendre, mais en prise ponctuelle, de manière ponctuelle, c'est la femme enceinte. Et surtout, éviter donc le premier trimestre. Ça, c'est la deuxième question. La troisième, c'était... Ouais, sur la femme enceinte. Et puis, en tout cas, je vous remercie. Voilà. Mais tout ce que je peux dire, c'est-à-dire que moi, dans ma pratique habituelle, je donne parfois la méthicasine avant même 2 ans, mais au-delà de 1 an quand même. Donc, on peut le donner en fonction de ce qu'on recherche. C'est-à-dire, si vous avez une posologie, vous devez donner 5 millilitres, vous donnez 2,5, vous donnez la moitié, parce que vous comptez sur l'effet crescendo de cet antihistaminique-là. Donc, à partir d'1 an et demi, vous pouvez quand même. Voilà, c'est mon expérience personnelle que je veux partager avec vous. Voilà. Exactement. Parce que comme je l'ai dit, hein, nous n'avons pas eu de retour. Avant, donc, on le donnait dès la naissance avec Primalan, parce qu'on n'a pas eu de retour par rapport à cette tranche d'âge-là. Mais depuis que l'ANSM, qui est l'Agence nationale de la sécurité du médicament de France, nous a donc ordonné de faire donc une étude sur cette tranche d'âge, le laboratoire, donc, par rapport au coût de cette étude, a préféré s'aligner sur cette tranche d'âge de 2 ans. Et voilà. Donc, mais comme vous le dites, hein, vous avez l'expérience, c'est donc à vos expériences personnelles et que juger le bénéfice-risque par rapport donc, à cette tranche d'âge. Mais pour l'instant, nous ne pouvons que communiquer sur les mentions légales. C'est à partir de 2 ans. Merci beaucoup, professeur. Merci, merci beaucoup. Professeur Ngouan. Professeur Ngouan, je crois que il y a des questions qui m'étaient adressées. Oui, mais je voudrais ajouter d'autres questions qui vous sont adressées. Je vous ai dit que... Il y en a 6 déjà. Il y en a 6. Oui. Existe-t-il un gonflement de la muqueuse et puis quel est le traitement? Oui. Effectivement, selon le mécanisme physiopathologique que j'ai expliqué, c'est la deuxième manifestation de la rhinite allergique. Il aura un œdème inflammatoire qui va être responsable d'une augmentation du volume et entraîner peut-être même une transformation de la muqueuse. Cela va apparaître des formations polypoïdes qui commencent au niveau de la queue du cornet inférieur et qui va augmenter progressivement de volume jusqu'à entraîner une hypertrophie de pratiquement toute la muqueuse lors des fosses nasales. Donc, il existe un gonflement qu'on appelle un œdème, voire même l'apparition de polypes. Le traitement, c'est la corticothérapie. La corticothérapie intranasale va entraîner une diminution de cet œdème-là, donc régression de l'épaisseur de la muqueuse. Le véritable traitement, c'est la corticothérapie, mais bien sûr précédé du lavage nasal. Parce que le lavage nasal va entraîner une éviction de l'allergène, c'est-à-dire le contact que l'allergène fera sur la muqueuse va être supprimé par le lavage nasal et la corticothérapie viendra en second temps pour diminuer l'œdème, ce qui va entraîner un dégonflement, on va dire, une régression de l'épaisseur de la muqueuse. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Votre micro est fermé.
ajouter, c'est effectivement que le traitement est basé sur l'éviction. Et puis, le lavage nasal, ensuite, on fait la corticothérapie qui permet de faire régresser cette œdème-là. Voilà. Alors, le prix test est-il adapté aux pays africains? Effectivement, Dr Bikindou, bonjour, cher ami. Et, comme on l'a dit, en fait, les allergènes que nous avons sont pratiquement tous fabriqués en Europe. C'est ce qui est un peu dommage. Le laboratoire d'immunologie d'Abidjan a mis en place, depuis l'année passée, un allergène à base des blattes et des acariens retrouvés en Côte d'Ivoire, fait de l'humidité. Et aujourd'hui, en plus de cette batterie d'allergènes que nous avons, que nous achetons tous en Europe, nous avons ces deux allergènes-là que nous testons et les résultats sont vraiment très intéressants à ce jour. Donc, on peut dire que pour ces deux tests qui sont véritablement adaptés à notre pays, le prix test peut avoir sa place. Mais tester, par exemple, le pollen ou l'hibiscus et tout ça, nous sommes obligés de le faire parce qu'ils ont des similitudes avec certains pneumallergènes polliniques qui existent dans notre contexte ici. Donc, on essaie de faire des similitudes entre le pollen et puis ces différentes fleurs-là qui existent en Côte d'Ivoire. Sinon, bon, effectivement, ces allergènes viennent de l'Europe. Mais nous avons vraiment espoir au laboratoire d'immunologie d'Abidjan qui est en train de faire de gros efforts pour adapter nos tests cutanés allergiques. C'est ce que j'avais à dire pour répondre au docteur Bikindou. Oui, je voulais ajouter aussi que effectivement les tests, les prick tests sont faits à partir d'antigènes internationaux. Donc c'est pour ça qu'avant de faire ces tests allergéniques, il faut faire vraiment un interrogatoire policier pour savoir si vous êtes vraiment devant une rhinite allergique perannuelle, c'est-à-dire vous orientez vers les acariens, ou une rhinite allergique saisonnière, donc vous orientez vers ce qu'on appelle les herbacées, les granulés, les choses comme ça, et savoir l'environnement dans lequel votre patient vit. En fonction de ça, s'il vit dans une zone de forêt, donc ce sont les arbres, les fruits des arbres, vous allez essayer de voir quelle est la similitude entre ces arbres-là et les tests que vous allez faire sur lui. Donc, on ne fait pas des tests pour le faire en fonction, mais on essaie de voir exactement quelle est la similitude pour essayer d'adapter ces tests, ces prix tests à notre contexte. Voilà, docteur Bikindou. Alors, l'utilisation des huiles essentielles, ben oui. Moi, je préconise cela dans la mesure où ça rentre en ligne de compte dans le premier but du traitement de la rhinite allergique, dans l'éviction de l'allergène. Les huiles essentielles vont lutter contre, en fait, c'est les acaricides. Ça va tuer tous ces acariens, ces blattes. Donc c'est à conseiller les sujets allergiques lorsqu'il s'agit d'une allergie domestique que le pneumallergène est retrouvé dans la literie et tout ça. Moi, je préconise cela et puis j'ai de très bons résultats avec mes patients. On fait une formation sur les différentes huiles essentielles, on a testé et ça marche bien. Donc, pour le moment, moi, je préconise l'utilisation des huiles essentielles pour éliminer tous ces pneumallergènes domestiques-là de l'environnement du sujet. Voilà, nous avons d'autres questions. On nous demande quel est le diagnostic différentiel entre la rhinite allergique et la conjonctivite allergique. Ensuite, M. Guy qui demande quelle est la prise en charge de la rhinite allergique dans le cadre d'un reflux gastro-œsophagien. M. Bentian qui demande l'indication de la tubinectomie dans l'obstruction nasale invalidante dans le cadre d'une rhinite allergique est-elle indiquée? Et M. Privat qui demande la sensibilisation aux différentes germes. Voilà. Sensibilisation aux différentes germes, je n'ai pas compris très bien cette question. Alors, donc, il y a quelqu'un qui demande si... Est-ce qu'un sujet peut être sensible à plusieurs allergènes? Voilà. Ah, d'accord. OK. Alors, donc, on va commencer par la première. Est-ce que l'épistaxis est une complication de la rhinite allergique? Non, En fait, rhinite allergique et conjonctivite.
Comme j'ai lu ça, il y avait la différence entre rhinite allergique. En C'est fait, différentiel. rhinite allergique, différence, non, c'est une sensibilisation de l'organisme. Donc, comme en introduction, j'ai expliqué, j'ai dit que la rhinite allergique, c'est d'abord la manifestation de la muqueuse des fosses nasales et des sinus paranasaux. Mais cela peut s'étendre aux cavités voisines. Donc, on peut avoir une conjonctivite, une extension de la rhinite allergique qui va s'étendre à l'œil et entraîner la conjonctivite allergique, mais ce n'est pas tout à fait la même pathologie. La conjonctivite allergique est une allergie de l'œil. La rhinite allergique est une allergie de la muqueuse nasale. Mais comme il existe cette réaction, la sensibilisation neuromotrice qui va entraîner le prurite peut aller contaminer l'œil. Donc, le sujet, en se frottant les yeux, il peut présenter par traumatisme répété sa conjonctivite allergique. Mais est-ce qu'il existe une différence? Bien sûr, c'est deux sites différents, hein, mais il ne s'est pas interdit que le patient présente sa rhinite allergique et sa conjonctivite allergique. D'accord. Tout à fait d'accord. Effectivement, il y a la question sur l'épistaxis. Est-ce que c'est une complication de la rhinite allergique? L'épistaxis, en fait, sur les sujets allergiques, c'est dû à quoi? Comme le patient n'a pas son temps à entraîner un traumatisme de ses fosses nasales, il passe son temps à comment on le dit, à traumatiser sa muqueuse nasale en se grattant la fosse nasale ou en se titillant le nez. Il y a dans la fosse nasale, à la partie de la cloison antérieure où va s'aboucher les différents vaisseaux qui vascularise la muqueuse nasale qu'on appelle la tache vasculaire. Et cette tache vasculaire-là, elle est très superficielle. Donc, les différents mécanismes de grattage, de traumatisme des fosses nasales, lorsqu'on introduit le doigt dans le nez ou même qu'on se mouche violemment ou qu'on se tripote le nez, ça va entraîner un traumatisme de cette tache-là et apparition de saignement qui va être l'épistaxis. Donc, ce n'est pas une épistaxis, comme nous on le dit, cataclysmique. Le plus souvent, juste un méchage, et lavage et même cautérisation de cette tache vasculaire-là résout le problème. Merci, docteur Chatik. Je voulais aussi ajouter que la rhinite allergique se traduit par une modification de l'architecture de la muqueuse nasale. Et cette modification de l'architecture de cette muqueuse nasale fragilise la muqueuse nasale et donc peut être susceptible de saigner. Voilà ce que je voulais ajouter. Rhinite allergique et reflux gastro-œsophagien. Exactement. Les reflux gastro-œsophagiens. En fait, le reflux gastro-œsophagien, ça va entraîner déjà une modification surtout de la muqueuse de l'oropharynx parce que ce reflux va monter, il y aura une acidité qui va entraîner des pharyngites à répétition et tous ces différents éléments-là ne sont pas véritablement d'origine bactérienne ou infectieuse. C'est des processus corrosifs ou bien les hémages fréquents vont entraîner ça. On ne peut pas incriminer le reflux véritablement comme étant cause de la rhinite allergique ou la rhinite allergique comme étant cause du reflux gastro-œsophagien. À mon avis, je ne suis pas sûr qu'il y ait une corrélation entre rhinite allergique et reflux gastro-œsophagien. Est-ce que les mouchages fréquents ou bien la rhinorrhée postérieure pourraient transformer ça, mais ça, je ne sais pas, c'est pas sur le position bon à... Je suis tout à fait d'accord avec vous, docteur Chatik, parce qu'en fait, cette question-là, c'est en rapport avec les manifestations ORL du reflux gastro-œsophagien. Et dans le cas du reflux gastro-œsophagien, on peut avoir ce qu'on appelle une pharyngite chronique. Voilà. On peut avoir une rhinopharyngite chronique qui peut être responsable de cette émage et de cette sécrétion postérieure. Vous savez que la muqueuse nasale, c'est une muqueuse de type respiratoire, donc c'est la même muqueuse qui se trouve un peu dans le rhinopharynx. Donc, lorsqu'elle est stimulée par son acidité, elle tend à gonfler, à hyperproduire des sécrétions pour se protéger. Ça donne cette rhinorrhée-là. Donc, cette rhinorrhée n'est pas une rhinite allergique. Pour poser le diagnostic de la rhinite allergique, il faut trouver le lien entre le facteur déclenchant et la symptomatologie. Est-ce que dans la rhinorrhée, dans la pathologie du reflux gastro-œsophagien,
on n'a pas de salve d'éternuement. On a peut-être le prurite, le hémage et la rhinorrhée, mais on n'a pas les salves d'éternuement. Donc, le diagnostic est différent et la prise en charge est différente. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Ah, l'indication de la tubinectomie dans la rhinite allergique. La tubinectomie pour... En cas d'obstruction invalidante. Alors, la question, c'était la tubinectomie en cas d'obstruction invalidante. Ou bien il faut essayer un traitement auparavant. Ah, ou essayer. En fait, la tubinectomie, pour que ça soit clair pour tout le monde, pour ceux qui ne sont pas ORL, qui assistent, il s'agit d'aller diminuer la taille des cornets. Donc, il y a plusieurs cornets. Il y a le cornet inférieur, le cornet moyen, le cornet supérieur. Donc, la tubinectomie se fait surtout au niveau du cornet inférieur ou au plus au niveau du cornet moyen, c'est-à-dire diminuer la taille de ces différents cornets-là qui se trouvent sur la paroi externe des fosses nasales. Donc, c'est un geste qui est chirurgical, ça se fait au bloc opératoire. Et est-ce que c'est invalidant? Invalidante. Moi, on va déjà commencer par faire un traitement médical avec bon lavage des fosses nasales, corticothérapie. Si ça ne marche pas, bon, on commence bien sûr par l'éviction allergénique. Hein. Tant que ça ne s'est pas fait, tout ce que vous faites, ça ne marchera pas. Après avoir évité l'allergène, on va faire le lavage des fosses nasales, la corticothérapie intranasale. Si ça ne marche pas, on pourra déjà commencer avant d'aller au bloc opératoire par une simple cautérisation. Et si tout cela ne marche pas, on peut être amené vraiment, après échec de toutes ces thérapeutiques-là, à faire cette tubinectomie-là, cornet inférieur. Mais il ne faut jamais enlever tout le cornet dans la rhinite allergique. On va enlever que la tête du cornet, rien que bien que la queue du cornet, et puis ça s'arrête là. Donc, elle a son indication en cas d'obstruction invalidante. Elle a encore son indication. Merci. Effectivement, l'indication existe, mais il faut avoir épuisé toutes les autres possibilités de faire régresser cette hypertrophie des cornets par du bon lavage et par un bon traitement de corticoïdes. Parce que si vous allez directement devant toute obstruction nasale que vous appelez invalidante, c'est-à-dire après 2-3 semaines de traitement, le malade vient, il a toujours son obstruction nasale, vous ne faites pas de test de rhinomanométrie, que vous allez lui enlever ses cornets, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle le syndrome du nez vide. Et le malade va vous suivre à vie. Donc, n'y allez pas systématiquement. La première des choses à faire, si vous avez essayé tout, c'est de faire une cautérisation pour réduire la taille du cornet, le temps de voir si ça va régresser. Voilà. Je pense qu'on a épuisé la deuxième vague de questions. Alors, il y a d'autres questions. Est-ce qu'on peut faire une rhinite allergique avant l'âge de 2 ans? Et quel antihistaminique utiliser? Et je pense que le spectateur anonyme, il parle d'antihistaminique en intranasal. Je pense que c'est une erreur, c'est la corticothérapie en intranasal. Non, non, il parle de c'est l'antihistaminique par voie intranasale. Est-ce que Pierre Favana, c'est ce qu'il veut? Non. Non, Pierre Favana n'en a pas. D'accord, mais ça existe. Hein? Oui. Les antihistaminiques par voie intranasale, oui. C'est ce qui est préconisé chez la femme enceinte actuellement dans les nouvelles recommandations. Exactement. Donc, les autres questions, docteur Chatik, vous pouvez... La rhinite allergique avant l'âge de 2 ans, j'avais expliqué un peu ça pendant mon exposé. J'ai dit que c'est une pathologie, en fait, qui survient, c'est une pathologie chronique. Donc, avant, les enfants n'étaient pas exposés à ces allergènes-là très tôt parce qu'ils étaient beaucoup plus à la maison et le temps qu'ils soient sensibilisés, ça mettait un temps, ils ne faisaient pas de véritable rhinite allergique. Mais aujourd'hui, devant le tabagisme passif, devant l'augmentation de la pollution, on a remarqué que le diagnostic de rhinite allergique, qu'on ne pouvait pas confirmer dans la mesure où on ne peut pas faire le prick test sur ces enfants, on ne peut pas faire de test de provocation. Les différents examens simples qu'on faisait, notamment la numération formule sanguine chez les enfants qui n'avaient pas bénéficié de corticothérapie, le dosage des immunoglobulines E sériques qui a un certain coût était positif. Donc, aujourd'hui, les gens se permettent de parler de rhinite allergique même dès l'âge de 6 mois.
en Europe. Avant ça, on parlera de pathologie d'adaptation parce que l'enfant est en train de faire son immunité, l'immunité n'est pas encore faite, mais les différentes études montrent qu'on peut parler de rhinite allergique avant 2 ans aujourd'hui. Sinon, la littérature ancienne française nous disait que la rhinite allergique commence à 2 ans. C'est pour ça que vous voyez que la majorité des antihistaminiques, la recommandation est de les prescrire à partir de l'âge de 2 ans. Mais ces données-là vont changer lorsque toutes les études en cours seront publiées et validées. Merci. Alors, il y a d'autres questions, docteur Chatig. Il y a M. Privat qui veut savoir, cette question est adressée à M. Thiam. Quelle est la différence entre un effet peu sédatif et un effet sédatif? Parce que c'est ce qu'il a dit dans son laïus. Il dit son antihistaminique est peu sédatif. Quelle est la différence? Et est-ce que cela peut créer d'autres problèmes sur la santé du patient? Ça, c'est la question adressée à M. Thiam. Docteur Chati, M. Kwame voulait savoir, en ce qui concerne l'humidité, est-ce que la climatisation peut être un facteur déclenchant de l'allergie? Ensuite, les huiles essentielles. La question de Rose Muller et Bellaron. Quelles sont les huiles essentielles qui peuvent être utilisées et comment les utiliser? Ensuite, il y a Monsieur Ndiamois, j'espère que je prononce bien, excusez-moi s'il y a une erreur. Qu'est-ce que vous préconisez pour soulager la douleur auriculaire causée par la rhinite allergique, c'est-à-dire en cas d'éternuement chronique? Est-ce qu'il faut mettre des gouttes auriculaires ou des antalgiques? On va s'arrêter à là et ensuite on va continuer. Donc, je passe la parole à M. Thiam pour nous donner... Merci, merci, professeur. Donc, la question entre de savoir peu sédatif et sédatif. C'est vrai, j'ai parlé de peu sédatif parce que vous avez la notion de sensibilité individuelle. J'ai dit que le Primalan est un antihistaminique de 2e génération. Donc, c'est un antihistaminique d'action périphérique. Donc, quand je dis peu sédatif, je sais que donc, par rapport à la sensibilité individuelle, il n'y a pas d'effet de somnolence. Mais par rapport à la sensibilité individuelle, il peut y avoir donc des cas donc, par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle j'ai dit peu sédatif. Mais en général, c'est un antihistaminique de 2e génération, donc il n'y a pas d'action au niveau du système nerveux central. Quand c'est sédatif, professeur Dr Chatig l'a dit, c'est l'exemple des antihistaminiques de 1re génération, donc qui ont beaucoup d'effets secondaires, notamment la sédation. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit, pour Primalan, il est peu sédatif. J'ai fait allusion à la sensibilité individuelle. Voilà, j'ai répondu à la question. Merci. Alors, je voudrais ajouter à votre réponse qu'il faut tenir compte de l'effet des médicaments ou de l'efficacité du traitement sur la symptomatologie, sur la pathologie. La pathologie se manifeste par une obstruction nasale, une rhinorrhée, avec des salves d'éternuement. Ça signifie que le malade est épuisé, il est asthénique, il ne respire pas, donc il ne dort pas bien. Dès que la symptomatologie s'amende, c'est comme quand vous faites une trachéotomie, c'est-à-dire vous ouvrez, le premier réflexe de l'organisme, c'est de mettre l'organisme au repos pour récupérer. Donc, ce n'est pas parce que le médicament a un effet sédatif que vous dormez, mais c'est parce que votre traitement marche efficacement. Exactement. Il faut faire la différence entre l'effet sédatif du médicament qui fait dormir et l'efficacité de votre médicament qui permet au malade de se reposer et de récupérer rapidement pour pouvoir répondre à ses activités. C'est ce que je voulais ajouter. Exactement. OK. On vous passe la parole. Est-ce que la climatisation pourrait déclencher une rhinite allergique? Ah, mais bien sûr, bien sûr. Cela même fait partie des mesures de l'éducation du patient. Il est déconseillé d'avoir un climatiseur ou un split où le vent arrive directement de façon frontale
sur le lit du patient. Il faut rafraîchir la chambre et puis ne pas surtout faire en sorte que l'air ne arrive pas directement sur le patient lorsqu'il s'endort. Cela va déclencher, hein, c'est les signes de la rhinite allergique. L'huile essentielle, l'eucalyptus, quelle huile essentielle? Bon, moi, dans ma pratique, hein, je ne vais pas faire de publicité, on n'est pas là pour ça, mais bon, j'utilise l'eucalyptus, hein, c'est l'eucalyptus que j'ai l'habitude de préconiser à mes patients. Donc, c'est des huiles, on met quelques gouttes dans la literie et dans certains angles de la chambre et ça va lutter contre ces différents acariens et ces blattes-là. Maintenant, vous avez toute une batterie d'huiles essentielles. Chacun a son... je ne suis pas là pour faire de la publicité, chacun a son habitude. Hein. Donc, je ne peux pas véritablement vous citer des noms commerciaux ici. Alors, pour ce grand, je ne sais pas si je continue. Votre micro est fermé. Le micro, professeur. Je souhaiterais ajouter quelque chose sur l'humidité et la climatisation. Effectivement, il ne faut pas que le courant d'air du climatiseur arrive directement sur le sujet quand il est couché, mais le climatiseur doit être nettoyé fréquemment parce qu'il garde de la poussière. Mais le climatiseur ne donne pas d'humidité. Ça rafraîchit. Donc, l'humidité, c'est l'infiltration de l'eau de pluie ou des choses dans les murs, des choses comme ça. Et quand c'est comme ça, il y a des moisissures qui s'installent. C'est pour cela que quand le docteur Chartier vous faisait cette présentation, il vous a dit qu'il faut lutter contre l'humidité. Et la seule façon de lutter contre l'humidité, c'est l'aération de la salle. Donc, il faut aérer. Voilà. Maintenant, par rapport aux huiles essentielles, le docteur Chartier a ses pratiques. Moi, dans mon habitude de pratique, je dis toujours la rhinite allergique, je la résume en étant ce qu'on appelle une maladie des odeurs, une maladie de la variation des odeurs. Donc, utiliser des huiles essentielles comme anti-acaricide, c'est bon, mais nous savons les habitudes de nos patients ici. Ils vont utiliser Oussouna, ils vont dire c'est huile essentielle. Oussouna, c'est l'encens, excusez-moi. Voilà. Voilà, donc vraiment, il faut être prudent. Il faut que le patient ait compris ce que vous lui dites avant de lui proposer ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'huile essentielle, quel est son rôle? Ça anti-acaricide et puis ça masque les odeurs. C'est-à-dire que l'allergène est là. Donc, il faut faire attention. Voilà, c'est ce que je voulais dire. OK. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé la douleur auriculaire, quelle proposition thérapeutique? Je pense que c'est les douleurs qui surviennent après des éternuements répétés ou bien lorsque le sujet veut bloquer son éternuement. Donc, quand on bloque, vous savez qu'il y a la trompe de Stache qui existe, qui fait communiquer l'oreille moyenne avec le cavum, les fosses nasales. Donc, si vous bloquez cet éternuement-là, ça va entraîner une hyperpression au niveau de la caisse de l'oreille et puis entraîner cette douleur-là qui peut même aller jusqu'à même l'apparition d'une otite. Hein. Donc, quel traitement proposer? Tout dépend de quel stade le patient est. Si c'est juste une douleur passagère qu'il a ressentie après des éternuements en salve répétés, ben lorsque juste un antalgique va résoudre le problème. Mais si c'est une véritable otite qui a été créée par des éternuements bloqués, à ce moment-là, il faut le prendre en charge comme une maladie de l'oreille moyenne, avec peut-être même une maladie de la trompe de Stache. Donc, douleur auriculaire comme ça, c'est un signe fonctionnel. C'est difficile de traiter un signe fonctionnel lorsqu'on n'a pas fait un examen clinique correct de cette oreille-là. Sinon, si c'est juste une douleur passagère, un antalgique simple va résoudre le problème. Vous avez des antalgiques auriculaires hein, sous forme de gouttes. Je ne vais pas faire de publicité ici, mais ceux-là, ils ne sont pas véritablement efficaces parce qu'eux, ils n'agissent pas sur l'oreille moyenne. Alors que le problème, c'est la trompe de Stache qui va être à l'origine de cette douleur de l'oreille-là en entraînant peut-être une otite. Donc, je ne peux pas véritablement répondre à votre question de façon
précise lorsqu'il s'agit de Merci. nostalgie. Docteur Chatik, je voulais ajouter que, en fait, vous avez répondu. Un malade qui a une symptomatologie de rhinite allergique qui vient se plaindre de douleurs dans l'oreille, la première des choses à faire, c'est de regarder dans l'oreille pour savoir ce que c'est. Si c'est une otite moyenne aiguë, vous traitez votre otite moyenne aiguë. S'il n'y a pas d'otite moyenne aiguë, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il a mal. C'est-à-dire, ça revient au traitement de la rhinite allergique, c'est-à-dire l'éducation au mouchage du patient. Donc, le patient ne sait pas se moucher. Il faut lui apprendre à se moucher. Parce que s'il ne sait pas se moucher, il va faire passer cette rhinite, c'est-à-dire cette rhinorrhée, qui peut être surinfectée vers la trompe d'Eustache et vers l'oreille moyenne pour donner une otite. Donc, il y a l'éducation du mouchage, il y a l'antalgique et puis le lavage nasal. Et puis l'examen clinique. C'est ce que je voulais ajouter. Ok, je ne sais pas si je pense que c'était la dernière question. Ah bon? Non, il y avait d'autres questions. Est-ce qu'il existe des anti-allergiques injectables? Les anti-allergiques injectables, qu'est-ce que vous attendez par anti-allergique? Moi, je pense que la question, c'est, il n'y a pas des antihistaminiques en injectable? Je ne pense pas. Mais si c'est des anti-allergiques, ça existe, c'est des corticoïdes. La corticothérapie, c'est un anti-allergique. Quand vous avez des chocs anaphylactiques en rapport avec une allergie, c'est le traitement, c'est une corticothérapie massive et brève. Voilà. Je ne sais pas si vous parler des dernières molécules de thérapie ciblées qui sont utilisées maintenant peut-être en Europe, je ne sais pas, mais comme la question n'est pas précise, on ne peut pas véritablement lui apporter une réponse satisfaisante. S'il peut préciser sa question, on va essayer de lui apporter des éclaircissements. D'accord. On va lui poser la question. Maintenant, il y a M. Araman qui vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous pensez de la cautérisation du cornet inférieur ou de la tache vasculaire avec le crayon de nitrate d'argent. Alors, le nitrate d'argent dans les fosses nasales, il faut faire vraiment super attention. Il faut faire super attention parce que c'est très déposant. Si vous décidez d'utiliser le crayon d'argent pour faire votre cautérisation du cornet inférieur, il faut être sûr que vous n'allez pas toucher à la cloison nasale. Sinon, vous risquez d'entraîner une perforation de la cloison nasale. Maintenant, la cautérisation, ça, c'est une cautérisation chimique qui propose. Cautérisation chimique, oui, pourquoi pas. Ça réduit le volume, mais le nitrate d'argent, moi, dans les fosses nasales, je ne suis pas très partant. Je ne sais pas vous, votre habitude, parce qu'il y a tout ce risque-là que ça touche la cloison nasale. Donc, moi, je ne sais pas dans ma pratique le nitrate d'argent pour cauteriser le cornet inférieur. Maintenant, la tache vasculaire, alors là, non, je ne suis pas tout à fait, je suis pas du tout d'accord qu'on utilise le nitrate d'argent pour cautériser la tache vasculaire. Tout à fait d'accord avec vous. Alors, on demande quel est réellement l'avantage de l'activité anticholinergique dans la prise en charge de la rhinite allergique, rôle des propriétés, je veux savoir quel est le rôle de la propriété anticholinergique dans la prise en charge de la rhinite allergique. Et puis, il y a M. Ndiamois qui dit, quel est votre avis sur les mouches bébés dans les rhinites du nourrisson? Mouche bébé, mouche bébé. Dans la rhinite allergique, même dans la rhinite. Donc, la rhinite. Ouais. Et puis, la première question, c'était l'activité anticholinergique. C'est ça? Le rôle de la propriété de l'activité. Quel est le rôle de l'activité? Quel est La question que je n'ai pas. Quel est le rôle de la propriété? Je vous lis ça. Excusez-moi. Quel est réellement l'avantage de l'activité anticholinergique dans la prise en charge de la rhinite allergique? Virgule, rôle des propriétés anticholinergiques. Rôle des propriétés anticholinergiques. Alors, l'action anticholinergique,
C'est-à-dire tout revient à repasser la physiopathologie même de la rhinite allergique en cause. Ça vous avez dit qu'il y a l'action, la rhinite allergique, les signes apparaissent après sensibilisation des mastocytes et tout ça. Il va y avoir on va dire, non, pas deux phases, deux filières. D'abord, il y a le rôle de l'histamine et puis il y a les prostaglandines. Donc, chacun va entraîner une cascade de signes. Donc, l'histamine va entraîner la vasodilatation des vaisseaux après s'être fixé sur les récepteurs H1, ce qui va entraîner un afflux de sang et augmentation du volume, hyperhydratation, tout ça là. Et la deuxième phase, c'est l'action cholinergique. Donc, c'est là-bas que vont agir les leucotriènes et tous ces différents éléments-là. Quand il parle de rôle des propriétés anticholinergiques, je ne sais pas s'il parle des propriétés anticholinergiques de l'histamine, mais des propriétés anticholinergiques des leucotriènes. Donc, je ne sais pas très bien cette question-là. Je ne sais pas. J'aimerais bien qu'il précise ce qu'il veut savoir pour qu'on essaie d'être un peu plus précis dans notre réponse. D'accord. Donc, on va lui demander de préciser sa question et on va revenir à sa question. Voilà. Sinon, s'il veut, bon, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit la propriété anticholinergique de quoi? Du médicament, des antihistaminiques ou bien des antileucotriènes? Parce que on avait été demandé de parler par Pierre Fabre. Nous ne sommes pas allés trop dans la cascade des événements du fait des leucotriènes. Donc, je n'ai pas développé cet aspect-là. C'était volontaire parce que l'objectif aujourd'hui, c'était de présenter un antihistaminique. Voilà. Maintenant, le mouche bébé, étant donné que c'est le lavage nasal. Quand on fait le lavage nasal, il y a des moments qu'ils ne savent pas évacuer, ils ne savent pas faire le lavage nasal. C'est lorsqu'ils ne savent pas faire le lavage nasal qu'on leur propose d'utiliser pour évacuer le fosse nasal de l'enfant des mouches bébés. C'est vraiment fait, c'est un aide-moment. Sinon, si elle est bien éduquée, bien formée au lavage des fosses nasales de son enfant, bon, moi je pense que c'est un complément au lavage nasal et le mouche bébé, je ne vois pas de contre-indication. Alors moi, je vais essayer de contribuer à cette réponse. Le mouche bébé, il faut savoir vraiment l'utiliser parce que si on ne sait pas l'utiliser, on va entraîner ce qu'on appelle des otites par rétraction de la membrane tympanique parce que vous allez aspirer jusque dans la trompe d'Eustache et vous allez entraîner plus tard des baisses de l'audition parce que la membrane va être rétractée. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir utiliser. C'est une fosse nasale après l'autre dans une certaine position. Voilà. C'est ce que je voulais dire par rapport aux mouches bébés. Maintenant, il y a d'autres questions. Jusqu'à ce jour, y a-t-il une nouvelle classe d'antihistaminiques de deuxième génération? Je ne vais pas faire de publicité. Je ne vais pas faire de publicité. Une nouvelle classe. Non. Actuellement, c'est les deuxième génération. Hein. Ils sont les dernières molécules. Hein. Les molécules ne font qu'apparaître. Il y a plein de nouvelles molécules qui apparaissent, mais on les classe toujours dans les antihistaminiques de deuxième génération. Merci. Ils sont classés dans les antihistaminiques de deuxième génération. Monsieur Denis et Monsieur Yves Mumboko demandent comment on fait le mouchage et comment on fait l'éducation sur le mouchage. Voilà. Alors, il y a tellement si on était sur... il y a des films pour montrer en fait comment moucher le bébé. On va essayer de simplifier pour que tout le monde sache comment ça se fait. D'abord, tout va dépendre de l'âge. Si vous avez un nourrisson, si vous avez un grand enfant ou même s'il s'agit d'un adulte, la technique varie un peu. Déjà, il faut savoir que le lavage des fosses nasales, ça se fait avec un physiologique simple ou bien de l'eau, une solution alcaline, non, une solution salée plutôt, de l'eau de mer stérilisée, que ce soit isotonique ou hypertonique. Vous avez plein de nouveaux dispositifs d'irrigation des fosses nasales
qu'on appelle le lavage des fosses nasales, qui est différent de l'instillation de gouttes nasales dans le nez. Alors, on va dire s'il s'agit d'un bébé, on va lui faire coucher sur le côté. Si c'est un bébé, hein, bien, un enfant de plus de 2 ans, on le fait coucher sur le côté et on introduit le dispositif qu'on a utilisé dans la fosse nasale qui est en haut. Et la tête sera penchée légèrement à 45 degrés. 45 degrés pour éviter que cela entraîne encore un autre flux. On le pense à 45 degrés, l'enfant côté sur le côté et on envoie sans faire de pression. Parce que lorsque vous exercez une forte pression sur le dispositif, vous avez le risque que cela passe par la trompe auditive pour se retrouver dans la caisse du tympan. Donc, on le fait d'un côté. Si vous avez le dispositif qui contient 240 millilitres, vous faites la moitié à gauche, la moitié à droite. Mais il faut que la solution qui est instillée dans la fosse nasale du haut ressorte dans la fosse nasale du bas. Après, vous demandez si c'est une grande personne, il se mouche et vous passez de l'autre côté. Donc, on a des très beaux films pour éduquer sur le lavage des fosses nasales et le mouchage. Mais surtout, il ne faut pas boucher le nez. On a constaté que les mamans, surtout quand elles font les lavages, elles utilisent les mouches-bébés, mais les seringues, elles exercent des pressions tellement fortes qu'après, l'enfant a mal à l'oreille, même l'enfant se retrouve à faire une otite par passage de seringue. Merci, docteur Chatik. Je voudrais que vous répondiez à la question sur la cacosmie comme complication de la rhinite allergique. Je pense que la cacosmie, la question c'est de savoir est-ce que c'est une complication de la rhinite allergique. Je pense que non, c'est une complication de la surinfection qui peut être responsable en fait d'une rhinosinusite ou d'une sinusite qui complique cette rhinite allergique. N'est-ce pas, docteur Chatik? Bien sûr. La cacosmie, c'est un signe de sinusite. Voilà. Alors, le rôle anticholinergique des antihistaminiques, c'est un rôle qui permet de diminuer l'action de leucotriène, tout ça, dans la prise en charge même de la rhinite allergique. C'est ce que je voulais ajouter. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cette présentation, Dr Chatik et M. Thiam. Nous allons faire un petit résumé. Donc, la rhinite allergique, c'est une manifestation chronique de l'obstruction nasale. C'est une pathologie chronique en rapport avec une obstruction nasale qui va se traduire par une triade. Obstruction nasale, éternuement, prurite nasale. Il faut faire un interrogatoire policier pour décréter l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action, c'est-à-dire à quel moment vous déclenchez votre rhinite, c'est à la maison, c'est au travail, est-ce que ça coule et pourquoi ça coule. Ensuite, vous devez classer votre malade selon la classification d'ARIA pour savoir est-ce que c'est une rhinite perannuelle, c'est une rhinite permanente, modérée, intermittente à sévère ou permanente à sévère. Quand vous avez fini votre classification, vous pouvez, si vous avez la possibilité de faire vos tests cutanés, faire vos pré-tests pour savoir. Sinon, le diagnostic, il est déjà clinique. Il y a un signe qui est capital quand vous regardez dans la muqueuse nasale, c'est la pituitaire, c'est-à-dire la peau qui est dans le nez, qui est pâle ou violacée, on dit couleur lit de vin. Devant ces symptômes, le traitement de la rhinite allergique, c'est d'abord les mesures hygiéno-diététiques. Ça ne veut pas dire que le malade ne se lave pas, mais il faut lui apprendre à vivre dans un environnement sain. Donc, c'est l'éviction de l'allergène. Étant donné que nous sommes en pratique de ville et que le malade a besoin de se rétablir rapidement pour aller faire ses activités, vous boostez ce traitement-là par un traitement antihistaminique, voire une corticothérapie en intranasal. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut laver le nez. C'est le résumé que je voulais faire de cette présentation et vous dire que nous avons un antihistaminique qui avant était autorisé quel que soit l'âge, mais devant les AMM, c'est-à-dire les autorisations de mise sur le marché, on dit aujourd'hui à partir de 2 ans. Nous avons notre expérience où on peut l'utiliser même avant 1 an. Voilà. Donc, nous remercions tous les participants à ce webinaire. Nous remercions les laboratoires Pierre Fabre pour nous avoir conviés à ce webinaire. Nous remercions le docteur Chatik pour nous avoir fait ce rappel et cet enseignement. Je vous souhaiterais donc à tous, et je ne sais pas si M. Thiam a quelque chose à dire au nom du laboratoire Pierre Fabre, nous lui passons la parole. Docteur Chatik, vous avez quelque chose à dire? Non, merci beaucoup. Je remercie tous les participants et nous restons encore à leur disposition. Je pense que nos adresses mail seront communiquées
par le laboratoire Pierre Fabre aux différents participants. Ils pourront continuer de nous adresser des questions pour des éclaircissements. Exactement. Merci beaucoup, professeur, pour votre disponibilité. Merci également à Dr Satigre pour cette brillante présentation. Merci également à tous les participants donc, à ce webinaire qui a été vraiment enrichissant. Nous vous proposons donc, comme professeur l'a dit, le Primala, qui est un produit qui a 40 ans d'existence avec un recul thérapeutique et également pour la prise en charge donc, de l'allergie de manière générale, ce qui est la rhinite allergique, la conjonctivite et les urticaires. Donc, c'est un produit donc, de qualité que nous vous confions et également pour la prise en charge de vos patients. Merci à tous et excellente soirée. Merci et bonne soirée à tous. Et merci, au revoir. Au revoir.